Nous sommes en 1994, dans le parking désert d'une zone industrielle située au nord de Toronto. Un passant remarque au loin quelque chose en train de brûler. Il s'approche, il s'agit là d'une valise. Et son contenu est épouvantable. À l'intérieur, il y a le corps émacié d'une adolescente et sa dépouille est le témoin silencieux d'un calvaire hors du commun. Elle présente 21 fractures à différents stades de guérison. Elle souffre de malnutrition sévère. Rien ne lui a été épargné, que ce soit de son vivant ou à sa mort. Il n'y a qu'un monstre capable d'autant de cruauté. Mais chose presque magique, le karma finira par frapper, et pas n'importe où, dans une église. Le karma, un lieu saint, qui dit mieux? Découvrez aujourd'hui la terrible histoire de la fille dans la valise. On tient tout d'abord à remercier le sponsor du jour, Surfshark, grâce à qui on a pu consacrer un maximum de temps à cette affaire. Surfshark est un VPN qui va vous permettre de sécuriser vos informations personnelles lorsque vous surfez sur Internet. Grâce à lui, toutes vos données vont traverser un tunnel encrypté qui va permettre de garantir leur confidentialité. Ainsi, vos photos, mots de passe ou informations bancaires sont protégées. Et tout ça sans que Surfshark ne conserve vos données. Et comme Surfshark dispose de plus de 3200 serveurs partout dans le monde, il va vous permettre de cacher votre adresse IP afin que vous puissiez naviguer sur Internet de manière privée et sécurisée. Et vous pourrez ainsi accéder depuis la France à de nombreux contenus auxquels on n'a pas accès habituellement. Par exemple, moi je m'en sers pour regarder des films et des documentaires true crime sur le Netflix US. Et bien sûr, ça fonctionne également sur Amazon Prime. Et là, on est en pleine solde, alors c'est le moment parfait. On s'en sert également pour faire notre shopping en ligne. Voilà, l'IA a déménagé et on va profiter des soldes d'hiver pour faire de bonnes affaires sur Internet. Et on sait qu'en utilisant Surfshark, on va pouvoir faire nos achats en toute tranquillité, car Surfshark nous protège des fraudes en protégeant nos informations bancaires, mais ce n'est pas tout. Il nous protège aussi des logiciels malveillants tout en nous débarrassant des pubs. Grâce à Surfshark, vous pouvez également utiliser le Wi-Fi public l'esprit tranquille, parce que le Wi-Fi public, c'est hyper utile, on est d'accord, mais ce n'est pas sécurisé. Et grâce à Surfshark, vous pourrez utiliser le Wi-Fi public sans prendre le risque que l'on ne pirate votre carte bleue ou qu'on ne vole vos données personnelles. Mais l'un des plus grands avantages de Surfshark, c'est dans l'utilisateur des comparateurs de voyage. Surfshark évite les augmentations tarifaires à chaque fois qu'on se connecte ou qu'on se déconnecte d'un site, et en l'occurrence lorsqu'on utilise des comparateurs de voyage, ce qui permet de faire de véritables économies. Donc c'est l'idéal pour planifier vos vacances, trouver des hôtels, des vols et des billets de train au meilleur prix, et je le recommande vivement à toutes les personnes qui auront la chance de partir pendant les vacances d'hiver, parce qu'à chaque fois que nous, on a utilisé Surfshark, on a pu faire de très grosses économies, et notamment sur les prix des billets d'avion et sur les chambres d'hôtel, argent économisé que vous allez pouvoir utiliser pendant vos vacances. Et en plus d'être un excellent VPN, Surfshark a un excellent rapport qualité-prix. Ça, c'est indéniable, et il a beaucoup plus d'avantages que tous les autres VPN du marché. Vous pouvez par exemple l'utiliser sur autant d'appareils que vous voulez, et tous en même temps. Donc si vous comptiez prendre un VPN, n'hésitez pas, vous pouvez y aller les yeux fermés, il est imbattable et vous aurez 4 mois supplémentaires gratuits. Je vous laisse le lien en barre d'infos, www.surfshark.com/youcrime. C'est facile à retenir, mais vous pouvez aussi scanner le QR code qui s'affiche juste ici à l'écran. Sachez que vous avez une garantie de remboursement de 30 jours, donc vous pouvez le tester, vous faire votre propre avis, et si vous changez d'avis, eh bien vous êtes remboursé. Alors n'hésitez pas à le tester, vous ne le regretterez pas. Les amis, j'attire votre attention sur le caractère particulièrement difficile de cette histoire. Elle n'est pas adaptée aux plus sensibles d'entre vous. Nous sommes le 1er septembre 1994 lorsqu'une valise contenant un corps humain supplicié est retrouvée sur le parking d'une zone industrielle située dans une région éloignée du nord de Toronto. Le médecin qui a étudié la dépouille indique dans son rapport qu'il s'agit d'une adolescente. Difficile de déterminer son âge avec exactitude, elle devrait être âgée entre 15 et 17 ans. Et la pauvre n'a que la peau sur les os. De son vivant, elle souffrait de malnutrition sévère. Elle a toujours, selon le médecin, été privée de nourriture sur une longue durée,
probablement plusieurs mois, voire années. Dites-vous qu'elle ne pesait que 22 kilos, c'est le poids moyen d'un enfant de 7 ans selon Google. Et c'est presque chaque partie de son corps qui présente des traces de blessures et de fractures. 21 fractures à des stades de guérison plus ou moins avancés, ce qui signifie qu'en plus d'avoir été affamée, elle n'a eu de cesse d'être battue et avec une rare violence. Et le médecin est catégorique, aucun soin ne lui a été prodigué de son vivant, ce qui signifie que cette adolescente n'a probablement jamais été autorisée à consulter de médecin les dernières années de sa vie. Il a aussi établi qu'elle a sans le moindre doute passé les derniers jours de sa vie à agoniser, puisqu'elle a le bassin fracturé, ses 2 jambes sont fracturées, elle a une cheville cassée et entre autres choses, plusieurs vertèbres de brisées, ce qui signifie qu'elle ne pouvait plus marcher. Au mieux, elle a dû, les derniers jours ou semaines de sa vie, se traîner au sol pour pouvoir se déplacer. Il y a également des traces d'eau dans ses poumons, ce qui signifie qu'on a essayé de la noyer, probablement les heures ayant suivi son décès. Le médecin est incapable de se prononcer quant aux causes exactes de la mort. Peut-être que son corps a fini par lâcher à cause de toutes ces blessures et de la privation de nourriture. Peut-être qu'elle est morte noyée ou peut-être qu'elle a succombé à la suite d'un énième passage à tabac. Une seule chose est sûre, elle est morte dans une longue et terrible agonie. Mais ce n'est pas tout. Elle présente des traces de ligature. Elle a donc été probablement attachée. Et enfin, et ça a littéralement brisé le cœur des policiers, il y a un légume de coincé dans la cavité vaginale de cette adolescente. Elle devait être comme un animal blessé qui n'avait d'autre choix que d'essayer de se cacher dans un coin pour mourir véritablement les derniers instants de sa vie. C'est vraiment cette image que les enquêteurs ont eue en tête, sauf qu'elle n'a même pas pu se cacher pour mourir puisqu'on a essayé de la noyer. Et souvenez-vous, elle est mineure, donc toujours en principe sous la responsabilité d'un parent ou de l'État. Alors au début, les policiers s'étaient dit que retrouver son identité allait être facile, sauf que non. Personne n'a signalé la disparition d'une adolescente susceptible de correspondre à sa description que voici. Elle a la peau noire, les cheveux noirs et frisés type afro, les yeux noirs, et le médecin n'a pas pu se prononcer quant à ses origines exactes. Elle est peut-être afrodescendante, caribéenne, on ne sait pas, les possibilités sont infinies, et souvenez-vous, nous sommes en 1994. Et la science était loin d'être aussi perfectionnée qu'aujourd'hui. Donc encore une fois, impossible de déterminer avec exactitude ses origines. Néanmoins, il y a assez d'éléments pour tenter des recoupements avec des personnes disparues. Mais comme je vous le disais, ça n'a rien donné. Alors étonnant que sa disparition ait pu passer inaperçue. Son état, les mois précédant sa mort, a pourtant sans doute dû alerter de la famille, le voisinage. Elle ne s'est peut-être plus présentée au lycée, ou peut-être qu'elle a été maintenue captive à l'abri des regards, comme en témoignent les traces de ligature qu'elle a sur le corps. Et malgré d'intensives recherches, les policiers ne réussiront pas à résoudre le mystère de celle qui sera surnommée la fille dans la valise. Et vous savez comment ça se passe pour ces malheureux inconnus? Leurs dossiers d'enquête finissent dans les archives, ensevelis parmi d'autres milliers d'affaires non élucidées, et les années vont passer, une décennie, bientôt une deuxième, et à ce stade, il n'y a qu'un miracle qui pourrait permettre de résoudre cette affaire. Et comme je vous le disais, ce miracle va se produire, et pas n'importe où, dans une église, au sein même, oui, d'une église. En l'occurrence, l'église Sainte-Catherine, située dans l'Ontario. Ce qui s'est passé, c'est que le pasteur de cette église, le pasteur Eduardo Cruz, a recueilli en novembre 2011, soit 17 ans après les faits, les confessions d'une femme. Une paroissienne lui a confié avoir hébergé par le passé sa belle-fille et que son mari l'a tuée. Elle a même dit au pasteur qu'elle était morte comme un chien après avoir été retenue captive, privée de nourriture et de soins médicaux. Puis, elle s'en était allée, soulagée de sa confession, persuadée que le bon pasteur Cruz allait garder tout ça secret. Sauf que non, il a fait ce qu'il a estimé juste, à savoir dénoncer les faits. Il s'est rendu, sans attendre, à la police pour tout raconter. Au commissariat, il explique que cette paroissienne, une dénommée Hélène Bidersing, âgée de 54 ans, son mari et ses 2 enfants fréquentent son église depuis 1 an. C'est une famille très pauvre qu'il n'a eu de cesse d'aider financièrement et émotionnellement cette année passée. Sauf qu'un jour,
Hélène s'est attardée dans l'église alors que la plupart des paroissiens étaient déjà partis et elle a demandé à s'entretenir seule à seule avec le pasteur Cruz au sujet de quelque chose d'important. Le pasteur avait donc demandé au mari d'Eden et à ses enfants de les laisser seuls un moment, et puis Hélène a commencé à pleurer. Entre deux sanglots, elle a expliqué que sa belle-fille, prénommée Mélanie, était venue de Jamaïque pour vivre chez elle. Elle est la fille de son mari, Everton Bidersing. Elle a dit que Mélanie avait été privée d'eau et de nourriture, qu'elle vivait confinée dans une pièce et que son mari la battait. Elle a expliqué au pasteur qu'elle avait bien essayé une fois de lui donner de la nourriture en cachette, sauf que son mari s'en était aperçu et l'avait battue. Selon elle, Mélanie était malade, très maigre, et puis un jour de 1994, elle l'a retrouvée morte dans sa chambre. Et selon elle, elle n'avait pas pu appeler la police sur le moment parce qu'il n'y avait pas de téléphone dans la maison. Et puis elle a dit, je cite, « Je regardais une publicité à la télévision et j'en ai vu une pour des bagages. Alors je me suis retournée et j'en ai parlé à Everton. Je lui ai dit de mettre sa fille dans une valise. » Puis avec son mari, il s'était rendu dans une zone rurale où la valise avait été incendiée. Son mari l'avait incendiée à l'aide d'essence et d'un pneu, alors qu'elle était restée assise dans la voiture. Alors, les policiers n'ont pas tardé à faire le lien avec cette ancienne affaire, celle justement de la fille dans la valise. Mais avant de faire quoi que ce soit, ils ont tout de même décidé d'enquêter en silence. Et voilà que, rapidement, ils se rendent compte qu'un autre enfant de la famille est lui aussi mort prématurément. C'est le petit frère de Mélanie, Dwayne Bidersing, décédé 2 ans avant sa sœur, en 1992, à l'âge de 13 ans, à la suite d'une chute mortelle. Selon le rapport, il est tombé du balcon de l'appartement familial, situé au 22e étage d'une immense tour. Et les faits avaient été qualifiés à l'époque d'accidentels et l'enquête avait été classée. Et vu les derniers instants horrifiques de Mélanie, comment ne pas imaginer que cet enfant ait pu tout simplement être jeté par la fenêtre? Avouez que c'est plus que possible. Les policiers décident de passer à l'action. Ils arrêtent le couple Bidersing début 2012. Après des comparaisons ADN, il s'avère que la fille dans la valise est bien Mélanie, la fille d'Everton, la belle-fille d'Hélène. Elle avait 17 ans au moment de sa mort et sa mort n'avait jamais été déclarée. Comme elle n'avait jamais été scolarisée, qu'elle avait été retenue captive, eh bien personne n'avait remarqué son absence. Quant à sa famille en Jamaïque, Everton leur avait expliqué que Mélanie avait quitté la maison pour voler de ses propres ailes. Et à chaque fois qu'ils essayaient d'appeler ou d'écrire, il leur disait que Mélanie voulait juste vivre sa vie tranquille et qu'elle les contacterait plus tard si elle en aurait envie. Et bien sûr, interrogé par les policiers, Everton, âgé de la fin soixantaine, a nié être responsable de la mort de sa fille. Il a allègrement accusé Hélène, la méchante marâtre, selon ses dires. Quant à Hélène, elle n'a rien vu, rien entendu et tout est de la faute de son mari. Et quand les enquêteurs leur parlent du petit Dwayne, qui avait, rappelons-le, 13 ans, le couple explique qu'il avait probablement décidé d'en finir ou qu'il est tombé par accident. Bref, c'est triste, mais c'est pas de leur faute. Mais bien sûr, se disent les enquêteurs, à partir de là, ils vont avoir 3 réflexes. Le premier, demander un mandat au juge pour perquisitionner le domicile familial. Ils vivent toujours dans le même appartement, alors ils se disent que même après 2 décennies, il y a peut-être des traces qui y demeurent. Et se faire ne serait-ce qu'une idée de l'agencement de l'appartement, c'est toujours utile. Pour l'enquête, ce qu'ils veulent, c'est aussi s'imprégner de l'atmosphère de cet appartement pour essayer d'imaginer les derniers instants à la fois de Dwayne et de Mélanie. Ils vont ensuite convoquer les enfants du couple pour les interroger et l'aîné, c'est Cléon, le fils biologique d'Everton, qui est donc le frère de Mélanie, le frère de Dwayne également, et le beau-fils d'Hélène. Quant aux 2 derniers, une fille et un garçon, ils sont les enfants biologiques du couple. Et vu leur âge, au moment des faits, ils n'étaient que des bambins. Donc s'il y en a un qui peut parler, c'est Cléon. En 2012, Cléon est âgé de 40 ans. Et il s'avère qu'il a quitté le domicile il y a bien des années déjà. Par chance, les policiers arrivent sans difficulté à le localiser. Il est désormais un père de famille sans histoire. Et il s'avère que Cléon a beaucoup de choses à dire. C'est un homme brisé qui se présente à eux. Il déclare avoir longtemps espéré et attendu ce moment. Il espère enfin tourner une douloureuse page, si douloureuse qu'il a refusé de transmettre son nom de famille à ses enfants. Son père est un monstre qui ne mérite pas que ses enfants portent son nom. Il explique qu'il souffre de sueurs nocturnes, que ses nuits sont faites de cauchemars, qu'il a des troubles alimentaires et qu'il souffre d'insécurité persistante quant à ses capacités à être parent. Ne vous méprenez pas, c'est un très bon père. Mais avoir vécu avec le diable en personne, forcément, ça laisse des traces.
on doute de tout, et même de soi-même. Et il va tout raconter, dans les moindres détails. Voici donc son histoire, ainsi que celle de ses 2 frères et sœurs. Les 3 enfants, Cléon, Mélanie et Dwayne, ont vu le jour en Jamaïque. Ils vivaient dans une grande précarité avec leur mère, Opal Austin, à Kensington. Everton est le père biologique de Cléon et Mélanie. Quant au petit dernier, Dwayne, il n'est pas son fils biologique. Sa mère l'a eu avec un autre homme qui a déserté le domicile. Everton avait depuis plusieurs années déjà émigré au Canada, il avait refait sa vie avec Hélène et semblait avoir tourné la page de son ancienne vie en Jamaïque, sauf qu'au tout début de la décennie 90, le voilà qui ressurgit dans la vie de ses enfants. Mélanie est alors âgée de 13 ans, Cléon de 15 ans et Dwayne de 11 ans. Everton explique à leur mère qu'aucun avenir ne les attend à Kensington. Il lui propose de faire emménager la fratrie chez lui à Toronto avec sa nouvelle épouse. Dwayne comprit, comme il a toujours été hors de question de séparer la fratrie. Il explique qu'ici au Canada, ils auront une vie meilleure, ils iront à l'école, ils auront de beaux vêtements, ils vivront dans un bel appartement. En bref, il dresse le portrait d'un cadre de vie idyllique, surtout comparé au quartier malfamé de Kensington où vivent les enfants, quartier gangréné par la violence et par la misère. Mélanie saute de joie, comme elle a toujours rêvé de devenir infirmière. Elle voit là une occasion inespérée de réaliser son rêve. Elle sait que là-bas, dans cette terre promise qu'est le Canada, elle pourra continuer à aller à l'école. Elle s'imagine déjà se faire tout un tas d'amis. La fratrie, qui ne connaît pas très bien ce père disparu depuis longtemps, accepte avec joie. Leur mère, Opal, quant à elle, accepte mais à contre-cœur. Disons qu'elle aimerait dire non, mais qu'elle s'interdit d'être égoïste. C'est une opportunité unique pour ses enfants. C'est la promesse d'un avenir meilleur pour eux, loin de la misère de Kensington. Là-bas, ils pourront étudier et avoir plus tard un bon travail. Alors elle dit oui, et pourtant elle ne sait même pas quand elle les reverra. Le billet d'avion coûte cher, jamais elle n'aura les moyens de s'en acheter un. Elle sait qu'elle devra prendre son mal en patience avant de revoir ses enfants et qu'ils ne reviendront sûrement que quand ils seront adultes. Les adieux sont déchirants, mais voilà, parfois dans la vie, il faut faire des sacrifices, là c'en est un de taille. Et ce qui rend les choses encore plus déchirantes, c'est que si Everton a décidé d'enfin s'occuper de ses enfants, ce n'est absolument pas pour leur offrir de meilleures perspectives de vie. Non, ça il s'en moque. Il voit juste en eux une main-d'œuvre servile et gratuite pour faire le ménage, la cuisine et le reste. Voilà l'unique raison de la venue des enfants à Toronto. Et les 3 enfants ne tarderont pas à le découvrir. Ils n'auront même pas le droit à une fausse période de lune de miel. Everton et Hélène vont sans attendre montrer leurs véritables intentions et par la même occasion leur vrai visage. Déjà, hors de question qu'ils soient scolarisés. L'école c'est fini. Il l'était pourtant à Kensington, mais là c'est fini. Et les parents, si on peut parler de parents, n'ont rien prévu pour eux. Pas de lit, pas de jeux, pas de vêtements, rien. Et ils devront même dormir sur une couverture jetée à même le sol, dans un recoin de la seule chambre de l'appartement, appartement perché au 22e étage d'une tour du quartier de Parkdale à Toronto. Et interdiction de sortir. Il n'y a que Cléon qui sera autorisé à sortir, dans plusieurs mois bien sûr, pas tout de suite, mais juste en bas. Et vous savez pour faire quoi ? Pour aller vendre la came de son père, sur les ordres de ce dernier. C'est-à-dire qu'il ramène ses enfants, et le plus grand, il l'utilise pour dealer à sa place. Imaginez. C'est donc là un piège cruel qui se referme sur la fratrie, un piège mortel aussi, puisque le cadet, Dwayne, mourra 1 an seulement après son arrivée, et Mélanie 3 ans plus tard. Ils sont gardés enfermés, à l'abri des regards des voisins, et les mauvais traitements commencent aussitôt leur arrivée. Everton est violente, mais la plus virulente, c'est Hélène. Déjà, elle n'en a rien à fiche des enfants des autres. Elle n'a Dieu que pour ses 2 enfants. Ils sont petits, âgés entre 2 et 4 ans. Eux, elle en prend soin, mais les autres, ce ne sont ni plus ni moins que des objets à ses yeux. Elle a même toujours détesté l'idée d'élever les enfants d'une autre femme. Ce n'est donc pas un bourreau auquel auront affaire les enfants, mais 2. Et ils vont du matin au soir, même la nuit, être contraints de s'activer. Les Thénardier ont toujours quelque chose à leur faire, de jour comme de nuit. Et Mélanie en particulier. Elle doit en plus de cuisiner, de nettoyer la maison, de laver le linge dans une baignoire, s'occuper à plein temps de la petite dernière d'Hélène, Charmaine, dont elle s'occupera avec grand soin et amour. Et les 2 étaient très proches, Charmaine et Mélanie. Et selon Cléon, le véritable cerveau derrière les abus, c'est Hélène. Hélène,
passe ses journées à les harceler, à les insulter, à leur cracher dessus. Everton a la main lourde, certes, mais selon Cléon, c'était Hélène qui insistait pour qu'il aille tabasser l'un ou l'autre, ce qu'il faisait sans se poser de questions, tant il obéissait à sa femme, au doigt et à l'œil, et avec une violence indescriptible. Et s'il ne le faisait pas, c'était la dispute assurée avec Hélène, et forcément ça va aller crescendo dans la violence, inutile de vous faire un dessin. Les enfants se serrent les coudes, au moins ils ne sont pas seuls, ils sont ensemble. Les pauvres sont battus sans raison, les Thénardier ont toujours une raison pour lever la main sur eux, et bientôt, comme si ça ne suffisait pas, voilà qu'ils sont régulièrement privés de nourriture. Les pauvres passent parfois la journée sans manger, et ils se gardent bien d'aller piquer dans les placards de la cuisine. Ils ont bien trop peur de ce qui pourrait leur arriver s'ils étaient pris la main dans le sac, et celle qui était le plus privée de nourriture, c'était Mélanie. Et Hélène avait inventé un stratagème pour empêcher la fratrie d'entrer dans la cuisine. Elle collait un cheveu sur la porte du frigo pour savoir s'il avait été ouvert ou non en son absence. Et elle avait installé un rideau à billes à l'entrée de la cuisine pour qu'elle puisse être avertie au cas où un enfant entrerait dans la cuisine. Et pour vous donner un exemple de l'intensité des violences, un jour, Hélène a pris une tasse à café, et l'a lancée sur Mélanie, et la tasse a explosé contre son crâne. Vous comprenez sans doute mieux pourquoi Mélanie était couverte de la tête aux pieds de fractures quand on voit à quel point un seul coup pouvait être aussi violent que celui que je viens de vous décrire. Et voilà qu'1 an après des mois d'enfermement, on estime que Dwayne et Mélanie ont dû quitter l'appartement en tout et pour tout 3 ou 4 fois, et toujours en la présence soit d'Hélène, soit d'Everton. Et bien voilà que le cadet, Dwayne, alors âgé de 13 ans, fait une chute mortelle du balcon de l'appartement. Que s'est-il passé ? Eh bien, les policiers en ont conclu à l'époque que c'était un accident. Cléon n'a pas assisté à la chute, il est donc incapable de savoir si quelque chose a poussé son frère à sauter, au détour par exemple d'un énième passage à tabac, ou s'il a carrément été poussé. Mais selon lui, une chose est sûre, jamais son petit frère, Dwayne, n'aurait de lui-même sauté. Il y a forcément eu une force extérieure d'impliquée. Et pour le détective Ryan en charge de l'affaire, si Mélanie a fini dans une valise, il est tout à fait possible qu'Everton et Hélène se soient débarrassés du petit Dwayne avec autant d'émotion finalement qu'on ne jette des poubelles. Et pour en savoir plus, comme les deux nient en bloc, décision a été prise en 2013 d'exhumer le corps de Dwayne. La veille, le détective Ryan a décidé de se rendre sur sa tombe. Et il a déclaré, je cite, « Je me suis tenu près de la tombe de Dwayne et je me suis excusé auprès de lui. Et je lui ai dit que nous allions le déranger le lendemain. J'ai fait ça parce que je voulais m'assurer que personne ne lui fasse plus de mal qu'il en avait déjà vécu. Je suis restée là pendant environ 5 minutes. C'était la première fois que je faisais ça, mais je me suis sentie obligée parce que c'est pas rien que de déterrer le corps de quelqu'un qui repose depuis 2 décennies. J'ai juste pensé qu'il devait savoir que nous allions le déranger. Je lui ai dit « Désolé gamin ». Et la tombe ne va révéler que des os poussiéreux, des os qui présentent effectivement des traces pouvant correspondre à une chute de 22 étages, mais il a été impossible pour le médecin de déterminer si Dwayne avait été assassiné ou non. Il a même été impossible de déterminer l'ampleur d'éventuels mauvais traitements antérieurs à la chute. Mais le détective Ryan a une théorie. Selon lui, Dwayne aurait pris la fuite et il se serait fait attraper. Il était sur le point de se faire passer à tabac par son père et aurait tenté de s'échapper en sautant d'un balcon à l'autre. Ils étaient assez rapprochés pour le faire, mais tout de même assez éloignés, mais il aurait perdu l'équilibre et serait tombé. Si toutefois ce n'est pas son père qui a arrêté son saut. En tout cas, une chose est sûre, au moment de la mort de Dwayne, la fratrie était déjà, et depuis plus d'1 an, maltraitée et retenue captif. Alors, la famille a-t-elle fait l'objet d'une réelle enquête au moment de ce soi-disant accident? C'est facile de jeter la pierre aux policiers, rétrospectivement. Je vais bien me garder de le faire, mais j'ai quand même cette pensée en tête. Est-ce qu'Hélène et Everton auraient pu être arrêtés à ce moment-là, avant que Mélanie ne perde la vie? Est-ce qu'une équipe de professionnels formés pour repérer ces signaux que peuvent envoyer les enfants maltraités, des policiers entraînés à percevoir ces micro-signaux d'alarme que peuvent envoyer des enfants en souffrance? Après tout, si les enfants dormaient par terre, ils devaient manquer des lits. S'ils ne mangeaient pas à leur faim, ils devaient être pâles et mal portants. Et le fait qu'un aussi jeune garçon ne soit pas scolarisé, pourquoi ça n'a pas attiré l'attention? Bref, c'était sans le moindre doute une occasion manquée pour les autorités de leur venir en aide. On ne peut pas tirer de conclusion. En tout cas, selon Cléon, la mort de Dwayne a marqué un tournant dans les abus. Ils sont devenus plus féroces encore
surtout à l'égard de Mélanie. Et pour mieux comprendre les choses, il faut savoir qu'Hélène est une femme très pieuse. Elle a toujours consacré énormément de temps à sa foi. On pourrait presque parler de bigoterie. Et elle s'est mise en tête, quand et pour quelle raison, je ne sais pas, mais elle s'est mise en tête que Mélanie était possédée par le diable, qu'elle était maléfique, maudite, et qu'elle avait jeté un sort sur sa maison. Et après s'être mis ça en tête, elle a redoublé de violence à son égard. Si régulièrement qu'on lui mettait la tête dans les toilettes, en plus d'être affamée, elle était régulièrement enfermée dans un placard. Sachez qu'au moment de la perquisition au domicile des Bierdensing en 2013, dites-vous qu'il y avait des traces de griffures sur les murs du fameux placard. Un nombre incalculable de traces de griffures. Comme si quelqu'un y avait passé un temps incalculable à griffer encore et encore le mur. D'autres fois, Mélanie était attachée aux meubles. Mélanie n'était autorisée à ne circuler dans l'appartement que pour s'activer aux tâches ménagères. Et circuler est un bien grand mot. Elle boitait énormément et très souvent, elle se traînait en se tenant au mur. Elle avait toujours une fracture quelque part et on lui interdisait également de se laver. Les rares fois où elle était autorisée à le faire, c'était avec un seau sur le balcon et même lorsque les températures étaient en dessous de 0. Elle n'avait pas non plus le droit d'aller aux toilettes. Elle disposait d'une petite bassinette pour faire ses besoins et Hélène avait même décidé qu'elle ne dormirait plus que sur un morceau de carton. Et son état, mois après mois, empirait de plus en plus. On cognait sa tête contre les murs, contre le sol. Puis c'était un poids-plume, elle était comme ça, jetée dans les airs, et puis elle finissait par s'écraser quelque part. Et imaginez, comme elle avait énormément maigri, elle était d'autant plus fragile. Alors tantôt elle ressortait d'un passage à tabac le bras cassé, tantôt c'était le pied, tantôt c'était un doigt, tantôt une vertèbre, encore une autre fois la mâchoire. Bref, la pauvre était une martyre. Et elle est devenue incontinente. Cléon a assisté à tout ça impuissant, persuadé en plus qu'il allait être le prochain. Il ne pouvait rien faire si ce n'est la consoler. Il était allègrement tabassé, lui aussi, dans une moindre mesure par rapport à Mélanie, qui n'était plus qu'un punching ball, mais allègrement. Et il expliquait que sur la fin, elle était comme presque morte. Et elle pleurait de douleur, nuit et jour, tant ses multiples fractures et autres blessures la faisaient souffrir. Un jour, elle a dit à Cléon qu'elle n'en pouvait plus et qu'elle aurait préféré être morte. Et en réalité, elle était déjà mourante. On pense que c'est à ce moment que son bassin a été fracturé, ses jambes peut-être avant, ou peut-être un peu après, et que c'est dans cet état qu'Hélène a ordonné à Everton d'aller plonger sa tête dans les toilettes, de la plonger si longtemps que selon le médecin, elle a failli se noyer. Ne pouvant désormais plus se déplacer, la pauvre Mélanie était là, de l'eau plein les poumons, avec 21 fractures, en train d'agoniser sur son carton dans un coin du salon. Et puis la nuit d'après, Everton a réveillé Cléon. Il lui a expliqué que Mélanie venait de s'enfuir et qu'il allait avec Hélène partir à sa recherche. Il lui a néanmoins ordonné d'aller se débarrasser du morceau de carton de Mélanie, des chaînes et menottes qui ont servi à l'entraver et de ses quelques vêtements. Il fallait qu'il élimine chaque trace du passage à tabac de Mélanie, chaque trace de son existence. Et selon Cléon, Hélène et Everton étaient paniqués. Lui se demandait bien comment Mélanie avait bien pu s'enfuir dans son état. C'était selon lui impossible. Elle n'avait que ses bras pour se traîner et elle était restée recroquevillée sur elle-même les derniers jours. C'était impossible, mais il a eu l'infime espoir. L'infime espoir. Il ne savait pas quoi penser. Bon, aujourd'hui il sait. Mais il a expliqué que ce soir-là, le couple s'était absenté quelques heures et Cléon n'a plus jamais revu sa sœur. Il pense donc qu'elle est morte ce soir-là et que pendant ces quelques heures d'absence, les Thénardier ont roulé jusqu'au fameux parking. Et Hélène a eu l'audace de dire qu'il y avait avec elle son beau-fils, à savoir Cléon, sauf que Cléon n'a jamais été là. Même auprès du pasteur d'Acruz, elle va aller accuser son beau-fils. Et donc, Hélène et Everton ont dit à la famille qu'elle s'était enfuie. Et voilà, on n'en sait pas plus. Le détail, on ne le connaît pas. Everton Biedersing, après avoir plaidé non coupable, a été reconnu coupable du meurtre de sa fille et condamné à une peine d'emprisonnement allant de 25 ans de prison à la prison à perpétuité. Quant à Hélène, elle a aussi plaidé non coupable. Elle avait bénéficié d'une libération sous caution dans l'attente de son procès. Elle a rejeté la faute sur Everton. Elle était selon elle victime de violences domestiques. Voilà, elle était au même titre que les enfants victimes d'Everton. Mais Cléon s'est chargé de rétablir la vérité. Il a déclaré au moment du procès « Aucun être humain ou animal ne devrait être traité de la manière dont Mélanie et moi avons été traités par Everton et Hélène Biedersing. Quoi qu'il en soit, moi, j'ai ma vie et suis vivant, contrairement à ma sœur Mélanie, qui n'a jamais eu la chance de vivre sa vie,
de réussir. Sachant ce que je sais maintenant, je me sens aussi extrêmement coupable de ne pas avoir arrêté les abus et les tortures envers Mélanie et moi, de ne pas avoir fui, de ne pas avoir cherché de l'aide. C'est encore un conflit intérieur auquel je suis confrontée chaque jour de ma vie et je ne me le pardonnerai jamais. Opal Austin, la mère de Mélanie, a été appelée en tant que témoin. Elle avait fait le déplacement depuis la Jamaïque et elle a expliqué au moment du procès qu'elle ne pouvait jamais parler à sa fille et à aucun de ses enfants. Lorsqu'elle appelait, Everton lui disait qu'ils étaient à l'école. Et un jour, Everton lui a dit d'arrêter d'appeler à Toronto, à frais virés. Vous savez, c'est quand vous appelez et que c'est votre interlocuteur qui paye. Il a un message, est-ce que vous appelez, est-ce que vous acceptez cet appel? Soit il l'accepte ou non. Donc Everton lui a dit, c'est bon, stop, c'est fini. Ça nous coûte trop cher à moi et Hélène. Donc Opal Austin ne pouvait plus appeler, elle n'en avait pas les moyens. Et elle a également raconté au tribunal que sa dernière lettre, en tout cas celle qu'elle a reçue d'Everton, lui disait qu'il fallait qu'elle laisse Mélanie faire sa vie dans son pays d'adoption. Les avocats d'Hélène ont plaidé pour une peine minimale de 10 ans de prison avec sursis, affirmant qu'Hélène avait joué un rôle déterminant dans la résolution de l'affaire de Mélanie et qu'elle ne représentait pas un danger pour la société. Ils ont également fait valoir qu'attendre de leur cliente qu'elle alerte un médecin ou qu'elle dénonce son mari ne constitue pas, je cite, une reconnaissance des réalités de la violence domestique qu'elle subissait. Ce jour-là, Hélène Biedershen a secoué la tête à plusieurs reprises au cours de l'audience, en guise d'acquiescement dès que ses avocats la défendaient, et elle se bouchait les oreilles à certains autres moments, ce qui ne l'arrangeait pas. Et à d'autres encore, elle tenait une Bible dans ses mains, et lorsqu'elle a eu l'occasion de s'adresser au tribunal, elle a simplement déclaré, je cite, « Jésus, c'est tout ». Hélène a largement secoué la tête après qu'un juré ait lu son verdict. Elle a été reconnue coupable de meurtre au 2e degré. Elle passera donc un minimum de 10 ans en prison avant de pouvoir espérer une libération conditionnelle. Et les procureurs ont fait valoir que pour que justice soit vraiment rendue, elle devrait passer au minimum entre 18 et 22 ans en prison. Après la lecture du verdict, Hélène a pris sa Bible et elle a commencé à la lire. Et lorsque le juge a ordonné sa mise en détention, elle a souri et elle a serré dans ses bras sa plus jeune fille, Germaine, qui avait assisté à une grande partie du procès, et puis elle s'était remise à l'huissier. À l'extérieur du tribunal, ses avocats ont déclaré que leur cliente était sous le choc. L'une de ses avocates, Alana Page, a déclaré « Je ne crois pas qu'elle s'attendait à ce verdict et s'imagine qu'elle essaie de le digérer. Ça ressemble à un sourire, mais ce n'était probablement qu'un reflet de son état de choc. » Sachez qu'Hélène a fait appel de la décision, que son appel a été rejeté auprès de la Cour suprême en 2016. Voilà, sa demande d'appel a été rejetée et notons que pendant ces recours, elle avait crié dans la salle d'audience que Jésus était son seul juge. Et les deux sont toujours actuellement derrière les barreaux. Ce qui est toujours mieux comme sort que celui qui a été réservé à Mélanie et à Dwayne. Il n'y aura jamais de procès concernant Dwayne, faute de preuves. Quant à la présence de ce légume à l'intérieur de Mélanie, on ne sait rien. Hélène et Everton ont toujours refusé de parler de ça. Mais on sait d'expérience que les cavités anales et vaginales des personnes retenues prisonnières peuvent être utilisées par les bourreaux pour les humilier davantage. On pense que c'est ce qui est arrivé à Mélanie, à quelle fréquence ou autre, même Cléon n'était pas au courant. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Comme toujours, on remercie notre sponsor qui nous a permis de ne pas biper cette vidéo qui était assez difficile. Donc si vous êtes encore là, écoutez, n'hésitez pas à vous manifester en barre de commentaires. N'hésitez pas à avoir une pensée pour Mélanie et pour Dwayne et pour tous ceux qui souffrent. N'hésitez pas, si vous êtes témoin de ce genre de choses ou si vous avez un doute, de vous manifester. Soyons attentifs les amis, gardons l'œil ouvert. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire.